Nous sommes tous des apprentis sorciers. J'enregistre cet épisode et avec émotion suite à l'annulation de dernière minute de l'événement de Joe Dispenza prévu à Paris. Et je suis très énervée de voir des articles concernant, je cite, cet homme sulfureux qui préconise la méditation pour soigner des cancers. Je fais un parallèle avec ma vie de sage-femme. Alors écoute cet épisode si tu te sens concerné par cette inquisition moderne, cet interdit de choisir notre façon de vivre et de se soigner. Quels sont ces postulats qui considèrent que certains enseignements valent mieux que d'autres ? Je vais parcourir dans cet épisode tout ce que l'on m'a appris à l'école de médecine en tant que sage-femme et dont une immense partie s'est révélée tout à fait erronée une fois que j'ai accompagné la physiologie de la naissance. Je vais te parler d'épisiotomie protectrice, soi-disant, de dystocie des épaules, qui peuvent être complètement résolues par des positions pour qu'on nous a appris à couper le cordon si vite avec vraiment des histoires de sages-femmes. Ce podcast Voyage en Périnée, enregistré au gré du vent et de la nature, est une épopée pour questionner nos blocages existentiels. Je suis Anne Douchet-Morin, ancienne sage-femme, aujourd'hui entrepreneuse, nomade et navigatrice. Je te raconte ces histoires vraies de naissance et de voyage, ces histoires qui nous enseignent à nous ancrer dans notre meilleure vie. Si ça te plaît, like, partage et laisse-moi tes commentaires. Cette annulation de l'événement parisien de Joe Dispenza, je n'en sais pas plus. Le week-end était prévu là aujourd'hui, au moment où j'enregistre. Donc je n'en sais pas plus, si ce n'est que quand je vais taper sur Internet, je vois des articles datant de plusieurs mois parlant de Joe Dispenza, cet être sulfureux qui préconise la méditation pour soigner les cancers. Alors je n'ai pas de prétention de connaître le travail de Joe Dispenza en profondeur. C'est pas tellement le propos. Ce sont surtout ces injonctions de se soigner d'une façon ou d'une autre. Les injonctions que moi j'ai eues en tant que sage-femme, qu'il fallait absolument faire comme ça, plutôt que comme ça. Et je vais te raconter pas mal de mes histoires parce que je me suis rendu compte que nous étions formés très 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 loin de la physiologie. En tant que sage-femme, j'ai été formée à faire des accouchements, alors qu'une vraie sage-femme, c'est une femme qui est un pilier de sécurité au cas où, et qui surtout doit apporter le sentiment de sécurité absolue à la femme qui enfante, cette femme qui a besoin de pouvoir aller dans son état de modifié de conscience qui va lui permettre de traverser les contractions et relâchements de l'accouchement avec facilité. J'ai accompagné pendant 20 ans les accouchements naturels, sans médicalisation, et j'ai été effarée de voir que tous les gestes que j'avais appris comme étant indispensables à chaque accouchement n'étaient en fait des gestes nécessaires que en cas d'urgence. Je me souviens très bien que nous avons appris à faire une épisiotomie systématique, soi-disant que cette épisiotomie était protectrice du périnée. Parlons de cette épisiotomie. Évidemment, dans la position sur les étriers, les genoux sont ouverts, donc les ischions, ces os du bassin, sont resserrés. Du coup, le périnée ne peut pas s'emplier, c'est-à-dire qu'il n'a pas toute son élasticité encouragée. Du coup, évidemment, ça laisse moins de place au passage du bébé pour solliciter la souplesse de cette musculature phénoménale. Et quand nous faisons des épisiotomies dans cette position-là, en plus, on va vraiment, vraiment toucher les muscles. Alors, ça va peut-être te paraître complotiste, ou je vais me faire virer comme Joe Dispenza, je ne sais pas. Par la suite, dans ma pratique, je me suis rendu compte que très souvent, quand j'allais voir les femmes à domicile, des
des personnes que je n'avais pas forcément accompagnées pour l'accouchement, parce que j'étais sage-femme libérale et je m'occupais aussi des suites de couches à domicile de femmes qui avaient accouché à l'hôpital. Eh bien, je me rendais compte souvent qu'il y avait un point en plus, pas nécessaire, très douloureux. Et puis à force, un jour, j'en parle à des collègues, elle dit: «Ah mais tu connais pas, tu sais que c'est le point du mari?» «Ah bon? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?» Eh bien, le point du mari, c'est pour resserrer le vagin pour qu'il ait plus de plaisir. Je te raconte des choses, c'était il y a 20 ans. Ce jour-là, quand cet ami me dit ça, mais je dis: «Mais mon Dieu, c'est ça, tous ces points que je fais sauter en allant voir les femmes en me disant: "Mais qui c'est cette âne qui a recousu cette femme?" Comment des habitudes comme ça peuvent se perpétrer? Alors par exemple, pour parler de l'épisiotomie, je soupçonne désormais, parce que ce sont les hommes qui écrivent, ce sont les hommes qui disent de ce qu'il faut faire sur le corps des femmes, eh bien je soupçonne qu'il y a dans cette habitude des épisiotomies un espèce de fantasme masculin qu'il ne faut surtout pas que le sexe de la femme se relâche en quelque sorte, ça doit être son fantasme, sa croyance, et qu'il vaut mieux couper, recoudre pour que ça tienne serré. Et tu vois, là, ça me vient en enregistrant cet épisode. Parce que j'ai pu constater, je suis une femme de terrain. Ce que je te dis, je l'ai vu. Ce point du mari, c'est au bout de la 10e fois où j'ai vu ça que je me suis interrogée, que j'en ai parlé à une collègue. Tellement, pour moi, c'est inconcevable que des pratiques comme ça soient enseignées et, et que les personnes qui cousent ne se posent pas la question, mais en fait, on nous apprend à travailler. On a 18 ans, on a 19 ans, on a 20 ans. Moi, je suis rentrée à l'école de sage-femme en ayant lu Les Hommes en blanc et je croyais que tout le monde était charismatique, était amoureux de l'être humain. Je suis tombée des nues et j'ai mis tellement longtemps à me rendre compte que c'était pas du tout l'amour de l'être humain qui était dans les écoles de médecine et dans les écoles de sage-femme. Ouh là 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 là, je me fais taper sur les doigts. Donc, pour en revenir au début de mon propos, eh bien, la pratique de l'épisiotomie est d'abord due à cette posture où l'accoucheur est en position dominante, la femme totalement dans une posture en fait un peu d'humiliation, jambes ouvertes, avec une personne qui œuvre, on nous appelait les ghetto-trous, les sages-femmes, mais effectivement dans cette posture-là, c'était exactement ça. Et les hommes, des médecins, nous ont appris à faire une épisiotomie systématique. Heureusement, dans mon apprentissage, j'avais des vieilles sages-femmes qui me disaient: «Attends Anne, attends». Elles n'osaient pas le dire tout haut. Comme elles étaient hospitalières, elles n'avaient pas la connaissance que tout simplement, il suffisait de mettre les femmes, par exemple, à 4 pattes. Parce que là, le périnée peut s'emplier. En tout cas, une posture qui permet aux ischions de s'écarter, au périnée de s'emplier tout à fait naturellement. Et dans ces postures-là, si ça se déchire, ce ne sont que les muqueuses et ce ne sont pas des déchirures graves, à condition bien sûr qu'il y ait des soins avec de l'hygiène après l'accouchement. Voilà pour une première chose totalement erronée que j'ai appris et comme étant une vérité. Pour remettre ça en question, moi j'ai eu la chance de très vite travailler dans des petites structures. J'avais une espèce de aussi de 6e sens d'aller vers des enseignantes de l'ombre qui avaient compris les choses, mais la plupart des personnes qui sortent de l'école de médecine font exactement comme on leur dit et la remise en question de notre apprentissage est très difficile parce que c'est pendant des années suite à un concours difficile. Une autre chose par exemple, c'est la dystocie des épaules et moi j'ai un souvenir très très douloureux, très jeune sage-femme. J'ai eu une dystocie des épaules, c'est-à-dire que c'est le bébé qui est coincé aux épaules. Et c'était un accouchement, le médecin m'a dit: «Bon, bah, cette femme-là, elle est qu'à 8 mois, mais elle a un gros bébé quand même, vaut mieux si elle accouche, tu la laisses accoucher, tu t'occupes de son accouchement». Et cette femme, effectivement, s'est mise en travail dans la nuit. J'ai beaucoup de mal à sortir, ce bébé. J'aurais dû la mettre à 4 pattes, mais je ne savais pas du tout qu'il fallait faire ça. Toujours cette histoire d'ouvrir les ischions et d'ouvrir le bassin au maximum.
Le bébé est parti en hospitalisation très rapidement et j'apprends au petit matin un interne au téléphone qui me dit le bébé est mort des suites de son accouchement. Alors quand tu as 21 ans ou 22 ans et que tu entends ça au petit matin après une nuit éprouvante, je ne te dis pas l'effondrement intérieur. Et puis heureusement, dans les heures qui ont suivi, nous avons appris que c'était un bébé polymalformé qui de toute façon n'aurait pas pu vivre. Donc un grand ouf. Et pour terminer l'histoire, quand j'ai repris ma garde, le cœur battant, je suis rentrée dans la chambre de cette femme, une Guadeloupéenne. Je me suis assise sur son lit et nous avons commencé à parler. Ça a été, je crois, le premier enseignement du pouvoir de l'esprit sur le corps et du monde de l'invisible. Elle m'a dit, je sais pourquoi ce bébé est mort, de toute façon, je m'y attendais. L'ancienne femme de mon mari, du papa de cet enfant, a pratiqué du vaudou sur moi. Elle a mis des aiguilles dans une poupée. Et cet enfant, ça ne pouvait pas être autrement. Et elle était assez sereine en me disant ça. J'avais 22 ans. Et au-delà de cette dystocie des épaules, du choc que ça a été de penser quelques heures que j'étais responsable de cet accouchement, de la trouille bien sûr, d'avoir de gros problèmes. Donc déjà j'ai appris que quelqu'un pouvait affirmer haut et fort quelque chose de faux, puisque ça a été démenti par la suite. Et en parallèle, j'ai été complètement confrontée à ce monde de l'invisible, au pouvoir des choses de l'invisible. Et là c'était dans une construction que le bébé allait de toute façon pas aller bien. J'ai appris cette dimension avec un événement dramatique, mais cette dimension du pouvoir de la pensée. Joe Dispenza, c'est ça qui véhicule, le pouvoir de la méditation, le pouvoir de transformer les choses. Une autre chose concernant mon métier de sage-femme, c'est par exemple couper le cordon rapidement. J'ai entendu que c'était dangereux si le sang du placenta continuait à aller vers le bébé à la naissance. Alors que sur le terrain, heureusement des vieilles sages-femmes en avaient parlé, j'ai reçu des enseignements par-ci, par-là, je ne sais plus trop comment, dans des livres, dans des écrits, dans des personnes rencontrées, un peu dans l'ombre. Eh bien, j'ai découvert qu'un cordon ombilical peut battre 3/4 d'heure, 1 heure, et que le bébé continue à être oxygéné. Donc c'est le meilleur réanimateur d'un bébé. Et moi, j'ai appris à couper le cordon tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et si le bébé ne se met pas à respirer, hop, il est séparé de la maman, amené sur une table allongée, froide, sans amour des parents, avec des tuyaux dans le nez et un ventilateur pour le réanimer. Et de la peur autour. Au lieu que sa mère, dans ses bras, aspire son nez s'il y a du mucosité, lui dise viens mon chéri et que le cordon batte pour aider. Je vais me faire assassiner par le monde médical avec ces paroles-là. Mais c'est la réalité. Le cordon continue à battre pour aider le petit homme à venir et il y a des études complètement faites à ce sujet-là qui ne sont pas révélées. Mais bien sûr, d'être tout puissant, c'est-à-dire que c'est quoi le message sournois ? Le message sournois, c'est que finalement, si le bébé ne respire pas tout de suite, la maman, ça veut dire qu'elle n'a pas ses compétences, qu'elle n'a pas su faire au niveau de l'accouchement. Elle va perdre de son assurance pour s'occuper de la suite, pour son maternage. Le père aussi va être déstabilisé, va dire « Oh là là, heureusement que la médecine était là ». Et bien, c'est le pouvoir d'une pensée unique sur nous. Ah, je vais être traitée de complotiste, sûrement. J'ai vu des pères, dans les accouchements naturels, avoir des réflexes tellement innés pour aider sa femme à mettre au monde son bébé. Dans la majorité des accouchements que j'ai accompagnés à la maison, je n'ai jamais touché le bébé. La maman et le papa s'en débrouillaient comme s'ils avaient fait ça toute leur vie.
Les premiers gestes d'urgence, papa et maman ont l'intuition pour que bébé arrive de façon simple. Et normalement, la sage-femme, elle devrait être là uniquement si, effectivement, ça ne se passe pas du tout bien, pour faire les gestes qui vont suppléer. Par exemple, avoir les outils pour réanimer un bébé si vraiment il ne se met pas en route. Nous pouvons choisir, nous pouvons revendiquer d'être libres. Comment se fait-il que la médecine nous court après si nous décidons de faire autrement? Et après tout, est-ce qu'on ne peut pas choisir de mourir en bonne santé plutôt que de mourir en mauvaise santé? En tout cas, dans tout ce que je partage, mes programmes, Voyage en Pyrénées, la danse du Pyrénées, c'est justement pour pouvoir redescendre en soi-même, trouver son ancrage, sa sécurité intérieure. Du coup, nos intuitions peuvent prendre beaucoup plus d'essor et ça nous permet de vraiment mieux choisir, décider de comment avancer dans la vie, que ce soit par rapport à nous soigner ou comment réussir, comment vivre, comment aimer, et non pas comment on nous le dit, comment des institutions reconnues nous disent de faire, alors qu'ils ne sont pas plus ou moins apprentis sorciers que qui que ce soit d'autre. Allez, à bientôt dans un nouvel épisode. Laisse-moi tes commentaires. Je vais voir ce qui va se passer avec cet épisode. C'est la première fois que je m'exprime vraiment sur ce qui m'a mis en rébellion toute ma vie de sage-femme.